J'ai cru comprendre que Jawed voulait réagir à tes dires. Alors on va voir ce qu'il pense. Allez, un tour deux. Alors, merci à Mohamed d'avoir pris comme ça au rebond ma requête. C'est toujours difficile de commencer le premier, et je pense qu'il s'en est sorti à merveille. Alors effectivement, je vais rebondir sur beaucoup de choses qu'il a dites en développant le thème de mon dernier roman, Misère de la littérature. Je pense que la référence à Misère de la philosophie de Marx est assez évidente. On se souvient que Proudhon avait écrit Philosophie de la misère, auquel Marx avait rétorqué par Misère de la philosophie. Mais ce n'était pas le premier ouvrage critique de Marx, puisqu'il est aussi connu pour l'un de ses ouvrages philosophiques les plus importants, L'idéologie allemande, où là aussi il décortiquait l'idéologie dominante de son époque dans son pays, et il avait repris ce travail dans La Sainte Famille. Je cite ces deux ouvrages qui sont à mon avis très importants pour situer mon propos. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans Misère de la littérature, j'ai voulu effectuer un petit peu le même travail, mais à quelques différences près. Je voulais non pas critiquer l'idéologie algérienne, parce qu'à mon sens, elle n'existe pas encore, mais une idéologie dominante dont la première misère est d'être importée, de ne pas être produite intramuros. Et je vais expliquer en quoi. Et le deuxième propos, comme l'a très bien souligné Mohamed, c'est qu'effectivement, un roman, lorsqu'il connaît une diffusion de masse, participe à l'édification d'une représentation collective et d'un inconscient collectif. Et donc, j'ai mentionné la Sainte Famille, c'est dans cet ouvrage-là que Marx dit « Lorsque les idées pénètrent les masses, elles deviennent une force matérielle ». Effectivement, j'ai parlé d'idéologie dominante. Avant d'essayer de comprendre ce qu'est une idéologie dominante, peut-être qu'on pourrait rappeler très rapidement ce qu'est une idéologie à toute fin utile, c'est-à-dire un système de représentation, un ensemble de représentations et donc d'images mentales qui déterminent notre rapport au réel. Ces images mentales s'expriment ensuite à travers des lieux communs, des pensifs, des idées reçues. Et c'est ces idées reçues sur lesquelles j'ai voulu m'atteler dans ce roman, en partant du principe que beaucoup de ces pensifs et de ces lieux communs sont représentés à travers une certaine littérature, qui est l'objet de ce que j'ai appelé misère de la littérature, qui est représentée dans une certaine littérature, et qui ne fait que... C'est pour ça que j'ai dit que c'est importé et que ce n'est pas construit intramuros, et qui ne fait que recycler un discours et une idéologie qui datent au mieux, au plus tôt, du XIXe siècle. Et c'est là où je peux articuler mon intervention avec le thème de ce colloque, à savoir les archives. Une idéologie, pour reprendre la 4e de couverture, où j'ai emprunté une citation de Franck Lepage, une idéologie est dominante seulement, et seulement si elle n'est pas perçue comme telle. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que lorsque je vais commencer à réfléchir selon des lieux communs, selon des pensifs, selon des idées reçues, je ne vais le faire que si j'ai l'illusion que je réfléchis par moi-même tout seul comme un grand. Au moment où on me met sous les yeux la détermination de cette idéologie dominante, au moment où on me dit « mais ce que tu es en train de régurgiter littéralement, c'est-à-dire sans même le mâcher, sans même l'assimiler, sans même l'analyser, si on me fait comprendre que je suis en train de régurgiter des pensifs qui ont été construits dans un discours qui date au mieux du XIXe siècle, à ce moment-là déjà je vais avoir un premier mouvement de recul. Un petit peu à la manière de quelqu'un qui porterait des lunettes teintées et qui donc verrait le monde à travers la teinte de ses lunettes, et j'aurais beau lui dire que les sièges sont rouges et pas bleus, il ne me croirait pas s'il ne sait pas qu'il porte des lunettes. Mais au moment où je fais le geste de les lui enlever, tout de suite il y a un fait polémique, tout de suite il y a une remise en question. Ça c'est facile avec une détermination matérielle comme les verres teintés. Qu'en est-il de l'idéologie que nous portons dans la tête et dans laquelle nous baignons au quotidien ? Et cette idéologie, parmi les éléments qui la produisent, ne nous voilons pas la face, il y a la littérature de manière générale et les romans en particulier. Car, je reviens à l'intervention de Mohamed, les romans
lorsqu'ils ont une diffusion de masse, ils rencontrent un succès, ont cette prétention de s'inspirer du réel, de le représenter, de le produire. Je ne compte pas le nombre d'auteurs qui vous disent « oui, je me suis inspiré de la réalité ». Oui, moi, je n'ai pas d'imagination, je ne sais faire autre chose que de m'inspirer du réel. Et puis, dès que vous remettez en question cette représentation, cette prétention à reproduire le réel fond et se transforme en alibi de la fiction. À ne pas tenir rigueur à un auteur d'une œuvre de fiction, ne pas tenir rigueur à un auteur de ce que disent ses personnages, etc. Or, pour revenir à la question des archives, et ensuite je vais clore sur cette question de la responsabilité de l'auteur. Effectivement, lorsqu'on est face à ces représentations redondantes, et qui, je l'ai dit, sont surranées, puisqu'elles datent au mieux du 19e siècle, elles ne sautent pas nécessairement aux yeux, puisque très souvent, le rôle du roman aussi, c'est de les recycler et de les faire passer comme une sorte d'adjuvant dans le jus d'orange du roman. C'est-à-dire que c'est comme une médecine amère qu'on ferait passer dans le jus d'orange du roman. Je vais prendre des exemples afin de ne pas être trop théorique. Je vais prendre des exemples et je vais comparer ces exemples, soi-disant romanesques, avec des éléments d'archives. Donc, premier exemple, je pense que vous le reconnaîtrez tous. De toute façon, je vais citer à la fin, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un personnage qui parle, c'est un colon. D'accord ? C'est un colon décrit comme... qui regarde devant lui son grand domaine et qui est décrit comme... donc, il regarde son grand domaine et un Dieu contemplant sa création ne serait pas plus majestueux. Et il dit, ce pays nous doit tout. Il parle de l'Algérie. Nous avons tracé des routes, posé les rails de chemin de fer jusqu'aux portes du Sahara, jeté des ponts par-dessus les cours d'eau, construit des villes plus belles les unes que les autres et des villages de rêve au détour des maquis. Nous avons fait d'une désolation millénaire. Une désolation millénaire. Un pays magnifique, prospère et ambitieux, et d'un misérable caillou, un fabuleux jardin d'Éden. Et vous voulez nous faire croire que nous nous sommes tués à la tâche pour des prunes? Je ne suis pas d'accord, Jonas. Nous n'avons pas usé nos bras et nos cœurs pour des volutes de fumée. Cette terre reconnaît les siens, et c'est nous qui l'avons servie comme on sert rarement sa propre mère. Elle est généreuse parce qu'elle sait que nous l'aimons. Nous avons trouvé une contrée morte. Si vous n'avez toujours pas reconnu le mythe de Terra Nullius, c'est le moment. C'est-à-dire la terre vierge, 100 mètres, qu'on est venu s'approprier parce qu'elle n'avait pas de propriétaire, tout simplement. Nous avons trouvé une contrée morte et nous lui avons insufflé une âme. C'est de la démiurgie, là, à ce niveau-là. C'est notre sang et notre sueur qui irriguent ces rivières. C'est dégueulasse. Vous imaginez si on boit ça. Personne, monsieur Jonas, je dis bien personne, ni sur cette planète, ni ailleurs, ne pourrait nous dénier le droit de la servir jusqu'à la fin des temps. Surtout pas ces pouilleux de feignants, le FLN, qui viennent déclencher la révolution. Surtout pas ces pouilleux de feignants qui croient, en assassinant de pauvres bougres, nous couper l'herbe sous le pied. C'est-à-dire que de 1830 à 54, ça s'est passé dans la joie et la bonne humeur. Ces terres ne sont pas les leurs. Si elles le pouvaient, elles les maudiraient comme je les maudis chaque fois que je vois des flammes criminelles réduire en cendres une ferme au loin. L'Algérie est notre invention. Elle est ce que nous avons réussi le mieux, etc., etc. Ça, c'est du roman, soi-disant. Après, je vais revenir sur ne pas, c'est un personnage, etc., je vais y revenir. Or, parmi les 1001 archives qu'on peut trouver, d'abord la désolation millénaire, je pense qu'il n'y a pas mieux que de s'adresser à ceux qui seraient le moins suspects de favoritisme, c'est-à-dire Bugeaud, Cavaignac, Saint-Arnaud, etc. Lisez les lettres de Saint-Arnaud, vous le verrez, raconter à son frère avec orgueil, j'ai incendié tant de vergers, j'ai mis le feu à tant de bétail, etc., etc. Idem pour Bugeaud. Tout cela est documenté notamment par la merveilleuse trilogie d'Henri Allègre, La guerre d'Algérie. Parmi les archives sur lesquelles s'est appuyé Henri Allègre, cette citation qui fait écho à tout ce long discours et qui se limite, vous allez avoir un romancier qui va tenir le même rôle que Jules Culotti, qui est un député à l'époque coloniale, et qui est cité par Henri Allègre. Que dit Jules Culotti? Ces merveilles, c'est-à-dire les récoltes, etc., ces merveilles, ce sont les peines accumulées. Ce sont plusieurs générations de héros qui les ont suscitées. Je ne sais pas de terme qui convient mieux que l'héroïsme pour désigner les vertus de ces colons d'Afrique.
Alors, ce à quoi peut répondre qui? Ce à quoi pourrait répondre Girard, le ministre de la guerre de l'époque, qui va dire « Le ravage, l'incendie, la ruine de l'agriculture sont peut-être les seuls moyens d'établir solidement notre domination. » Donc, une désolation millénaire n'aurait tout de même pas nécessité le ravage, l'incendie et la ruine, etc. Deuxième mythe du même ouvrage, souvent, c'est toujours le colon, hein. Vous allez me dire, oui, d'accord, c'est de bonne guerre. On va voir ce que va répondre l'autre partie. Souvent, quand je viens par ici admirer tout ça, je pense aux hommes qui firent de même, il y a très longtemps, et je me demande ce qu'ils voyaient vraiment, c'est-à-dire du haut de la colline. J'essaie d'imaginer ce territoire à travers les âges et me mets à la place de ce nomade berbère, de cet aventurier phénicien, de ce prédicateur chrétien, de ce centurion romain, de ce précurseur vandale, de ce concurrent musulman. Enfin, de tous ces hommes que le destin a conduits par ici et qui se sont arrêtés au sommet de cette colline, exactement à l'endroit où je me tiens aujourd'hui. Que pouvaient-ils bien voir? Rien. Il n'y avait rien à voir, hormis une plaine sauvage, infestée de reptiles et de rats, quelques mamelons bouffés par les herbes folles, peut-être un étang aujourd'hui disparu, ou un sentier improbable s'avançant sur tous les dangers. Là encore, lorsqu'on revient aux archives, et notamment à l'œuvre de Mohamed Cherif Sahli, Décoloniser l'histoire, on va voir que ce passage fait exactement écho, on est pourtant dans le romanesque, il fait exactement écho, à quelques mots près, quelques reformulations près, à Émile Félix Gautier, dans Le passé de l'Afrique du Nord, et que cite Mohamed Cherif Sahli. Que nous dit ce bon vieux Gautier? Aussi loin que nous remontons dans le passé, nous voyons une cascade ininterrompue de domination étrangère. Ininterrompue. Il n'y a jamais eu d'État autochtone de quelque sorte que ce soit. Les Français ont succédé aux Turcs, qui avaient succédé aux Arabes, qui avaient succédé aux Byzantins, qui avaient succédé aux Vandales, qui avaient succédé aux Romains, qui avaient succédé aux Carthaginois. On peut même en faire un album de rap tellement c'est. Et notez que le conquérant, quel qu'il soit, reste le maître du Maghreb jusqu'à ce qu'il soit expulsé par le conquérant nouveau, son successeur. Jamais les indigènes n'ont réussi à expulser leur maître et donc à établir un État autonome et autochtone. Bon il faut lire aux portes du Sirta pour se rendre compte qu'on est à côté de la plaque. Bref, on pourrait aussi lire les travaux du regretté professeur Fatma Zohra Oufreiha sur les différents États autochtones, notamment les Irides, etc. C'est à ce moment-là qu'on peut soulever légitimement l'objection. Peut-on prêter à l'œuvre ou à l'auteur les propos d'un de ces personnages? Or, ce n'est pas aux analystes du discours qui se trouvent sans doute parmi nous, aux experts de l'analyse du discours et aux sémiologues, que je vais apprendre que dans une œuvre, il y a une cohérence et une cohésion interne. Ce thème a été maintes fois traité et qu'il y a une mythologie qui est produite sur cette base. Ce thème a été maintes fois traité, que ce soit par Barthes ou par d'autres. Et à mon avis, ceux qui ont le mieux creusé la question, Georges Lukács et son émule Lucien Goldman. Donc on va voir un peu la cohérence, c'est-à-dire y a-t-il un autre son de cloche? Réponse de l'antagoniste, supposément. Réponse de Jonas au colon, qui vient de subir cette tirade. Il y a très longtemps, Monsieur Sosa, donc Jonas répond à Monsieur Sosa, bien avant vous et votre arrière-arrière-grand-père, attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Un homme se tenait à l'endroit où vous êtes, un seul. Lorsqu'il levait les yeux sur cette plaine, il ne pouvait s'empêcher de s'identifier à elle. Donc, l'indigène minéral qui fait corps avec la nature, etc., etc. Le mythe du banc sauvage, j'annonce tout de suite la couleur. Il n'y avait pas de route ni de rail, d'accord, et les lentisques et les ronces ne le dérangeaient pas, il faisait corps avec. Chaque rivière, morte ou vivante, chaque bout d'ombre, chaque caillou lui renvoyait l'image de son humilité. D'accord, il manque plus que la danse autour de l'arbre. L'animisme, carrément. Cet homme était confiant parce qu'il était libre, oui, dans la nécessité. Il n'avait sur lui qu'une flûte pour rassurer ses chèvres et un gourdin pour dissuader les chacals. Il vivait au rythme des saisons, puisque bien sûr l'indigène ne saurait se rendre maître et possesseur de la nature. Il vivait au rythme des saisons. Coucou Ernest Renan. Il vivait au rythme des saisons, convaincu que c'est dans la simplicité des choses que résidait l'essence des quiétudes. Bon, cette tartarinade, c'est typique de l'auteur. Les étoiles et tout, ça fait des bisous. Ça, c'est son truc. Alors, réponse qui conforte en fait. C'est un dilemme, soi-disant, qui est posé par les colonialistes à l'époque. On se demandait, Paul Bataille, cité par Mohamed Cherif Sahli,
poser la question, est-il nécessaire de laisser improductifs plus de 300 000 hectares pour permettre à quelques centaines d'Arabes d'y mener leurs moutons pendant 2 ou 3 mois l'année? En gros, ce grand pays magnifique et fertile est quasi réduit à l'inutilité par ces indigènes qui ne savent pas quoi en faire. Bon. D'autres mythologies, d'autres mythes, je ne saurais tous les mentionner, d'autres mythes sont mentionnés dans d'autres romans. Très rapidement, je vais mentionner un deuxième qui est la résurrection de l'orientalisme, dont on aurait pu croire qu'il aurait été mis au placard, notamment par le magistral travail d'Edouard Saïd. Or, lorsqu'on compare, cette fois-ci je vais faire l'inverse, je vais vous lire Alfred Cochet, d'accord, qui a écrit de la sexualité et de la criminalité chez les Arabes, et qui va dire, tenez-vous bien, l'indigène a de l'animal les instincts, il en prend les habitudes. Et il dit, chez aucun peuple, mais alors aucun, la puissance génésique, c'est-à-dire sexuelle, n'est aussi développée que chez l'arabe. S'il y en a qui sont émoustillés. Ça, c'est Alfred Cochet. Et Frantz Fanon a analysé ça, cette image de l'Algérien sensuel, sexuel, biologique, génital. D'accord? Vous trouverez ça notamment dans Peau noire, masque blanc, c'est mentionné, mais là où c'est très bien analysé, c'est dans le recueil de textes qui a fait l'ouvrage pour la Révolution africaine. Or, vous allez trouver ce même discours dans la littérature. Vous allez trouver, là encore, dans deux protagonistes différents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre son de cloche. C'est le même son de cloche, et je vais conclure sur ça. Nous, les Algériens, on ne sait que baiser les femmes, on ne sait pas faire l'amour. Ok? Chez nous, la femme semble avoir été créée pour être baisée, et basta. L'amour est le jeu des romantiques et des romis. D'accord? Ça, c'est un homme qui parle, il parle en son nom, bon, pourquoi pas, c'est son problème. Plus loin, une femme, cette fois-ci, Malika, personnage du même roman, écrit dans son journal « Antoine m'embrassait élégamment, la vénarde. Oh, comme il était doux ce visage. Les Algériens ne savent pas faire l'amour, ils se contentent de baiser leur femme. » Voilà. Donc, dans ce roman, La misère de la littérature, j'ai essayé de relever l'ensemble des mythes et mythologies qui sont charriés dans différents romans, qui sont tympanisés, c'est-à-dire qui ont une diffusion tous azimuts et qui participent à l'élaboration d'une idéologie dominante, mais qui est d'autant plus dominante qu'elle est surrannée. Et je vais conclure justement par celui sur lequel je me suis énormément appuyé pour ce travail de décortication, même si je l'ai fait par le détour de l'esthétique et du romanesque, puisque celui qui fait ce travail, c'est un de mes personnages, qui est un poème et satiriste par la même occasion, et qui écrit une satire à la manière de Nicolas Boileau pour poser toutes ces questions-là. Et donc, je conclurai par cette citation d'Edouard Saïd. « Le discours du mythe doit dissimuler aussi bien ses propres origines que celles de ce qu'il décrit. » Voilà, merci beaucoup. Merci, Djawed, pour démontrer par